Contre l'alcool et Ouais, le plaisir de rouler fort, on était quand même ouais, à 200 sur l'autoroute. ouais. Donc, ouais, en termes de comportement, c'était pas génial, quoi. Surtout avec un ou des enfants dans la voiture, puisque j'ai une petite sœur. Donc, Ouais. mm. Donc beaucoup dans des addictions et dans des Ouais. excès. Ouais, addiction, excès, beaucoup d'excès en fait. Ouais. Donc moi, c'est vrai que j'ai vécu pendant longtemps en me disant, j'ai pas la force. Je pense que j'avais pas la force ni le courage d'aller dire ni à ma mère ni à qui que ce soit que mon père il déconnait, quoi. Ouais. Évidemment, après, avec le recul, sur le moment, on ne se rend pas vraiment compte de tout ce que ça va impliquer en termes de confiance en soi, de savoir à quel moment on commence à mal nous traiter. Dire à quelqu'un non, C'est ça. là, la limite, elle est dépassée, ou voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, quoi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa. On va parler de sa sensibilité, on va parler de son parcours depuis qu'elle est petite. Vous allez voir que ça n'a clairement pas été facile pour elle. Elle a osé se livrer avec moi dans cette vidéo. C'est vraiment très très touchant. Vous allez voir qu'il y a vraiment eu des gros moments sombres. Ensuite, elle a réussi à remonter malgré son départ qui était vraiment pas simple. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Tu as une enfance pas facile avec ton papa qui consommait de la cocaïne, tu m'as dit? Ouais, mon père, il a très très mal vécu, en fait, la séparation avec ma maman. Ouais, Et puis, il avait déjà commencé un petit peu à consommer des stupéfiants avant qu'ils se séparent, mais c'est vrai que après leur séparation, ça s'est pas amélioré, au contraire. mhm, Et puis, effectivement, quand j'étais chez lui, les week-ends ou comme ça, il y avait souvent du monde à la maison. Et puis, ça consommait de la cocaïne à la cuisine. mhm. Il y avait aussi beaucoup de consommation d'alcool. Je me suis retrouvée quand même des fois où j'ai eu très peur pour ma vie en voiture, sur des retours de soirée ou comme ça, Mhm. où j'étais avec lui. Et puis, ouais, enfin voilà. Donc c'est vrai que pour un enfant, c'est hyper stressant, quoi. On se fait beaucoup de Ouais, soucis. j'imagine qu'il roulait à fond. Oui, il roulait à fond et puis il a habité à un certain endroit où je passe régulièrement maintenant. Puis c'est vrai que sans trop le vouloir, j'y pense quand même, pas chaque fois, mais où ouais, il y avait des fois des retours sur l'autoroute. Il avait une petite voiture qu'il avait un peu maquillée. Donc entre l'alcool et Ouais, le plaisir de rouler fort, on était quand même ouais, à 200 sur l'autoroute. ouais. Donc, ouais, en termes de comportement, c'était pas génial, quoi. Surtout avec Mhm. un ou des enfants dans la voiture, puisque j'ai une petite sœur. Donc, Ouais. mm. Donc beaucoup dans des addictions et dans des Ouais. excès. Ouais, addiction, excès, beaucoup d'excès, en fait. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Tu me disais aussi qu'il y a eu des choses pas cool entre lui et toi. Mhm. Alors, je sais pas exactement. Enfin, ce que je sais, c'est que après que mes parents soient séparés, Mhm. des fois où j'allais le week-end, il y a un moment donné où mon père a commencé à déraper. Enfin, lui, il dit qu'il a merdé, Ouais. mais la vérité, c'est qu'il a abusé sexuellement de moi. Mhm. Donc, c'est clair que voilà, ça marque et puis ça bousille quand même pas mal la tête, quoi. Ouais, ouais. Ouais, j'imagine qu'il faut tout un chemin Ouais. pour Euh, remonter. ouais, franchement, j'ai commencé à me rendre compte, je dirais à l'âge de mes 21 ans, comme ça, qu'il fallait que je fasse un travail thérapeutique parce que j'allais probablement pas m'en sortir toute seule. Mhm. C'est les relations que j'avais qui n'étaient pas très satisfaisantes avec les garçons, quoi. Ouais. Je me suis rendu compte que j'étais assez souvent avec des garçons qui ne me respectaient pas vraiment. Et puis,
Je pense que je savais pas trop qui j'étais. Enfin voilà, je pense qu'une des choses qui se passe quand on a vécu un abus, en plus incestueux, c'est que la personne qui est censée être notre référente dans ce qui a des limites et puis de se comporter en adulte et nous laisser notre place d'enfant, en fait, en abusant de nous, comment je peux dire ça? En fait, elle nous brouille les cartes de ce qui est juste, pas juste, parce qu'en fait, c'est une personne qui est censée nous faire quelque chose qui est juste, et elle fait complètement n'importe quoi. Ouais. Donc je pense que ouais, j'étais vraiment avec cette sensation de pas trop savoir en fait c'est quoi qui est juste comme comportement envers moi. C'est quoi la limite de ce qui devient de pas bien être traité. Enfin voilà quoi, je pense qu'il y avait de ça. Et puis je me rendais compte en fait que ça m'avait affecté beaucoup plus profondément que ce que j'avais pu imaginer ou ce que j'aurais voulu. Parce que comme pas mal de gens, ce que j'ai fait, c'est que pendant de nombreuses années, je me suis enfermée dans le silence. C'est-à-dire que voilà, plutôt que de faire exploser ma famille, parce que c'est quand même, enfin, tu vois, je suis assez émue. C'est quand même, c'est difficile d'en parler en fait avec ses proches parce que ça touche la famille, donc on sait que si on parle, ça va avoir des conséquences très graves. Et puis on ne sait pas non plus comment on va recevoir l'information. En fait, moi je me sentais tellement perdue. Et puis aussi d'une façon coupable, ça paraît complètement incompréhensible parce qu'il n'y a pas de raison de se sentir coupable, mais en général la personne qui abuse de nous, c'est quand même souvent des personnes manipulatrices qui vont tenir un discours qui va nous mettre dans une position où on va avoir l'impression c'est nous qui avons provoqué la situation. Et puis quand on est un enfant, on n'a pas le recul pour se rendre compte que c'est complètement faux et qu'on n'a vraiment pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. Donc moi, c'est vrai que j'ai vécu pendant longtemps en me disant j'ai pas la force. Je pense que j'avais pas la force ni le courage d'aller dire ni à ma mère ni à qui que ce soit que mon père il déconnait quoi. Donc oui, il était censé te montrer un peu un exemple à quelque bah ouais, part. c'est ça. Et c'est puis, ça. Puis toi, tu sais plus quel est l'exemple. Bah non. Et puis ben c'est quoi, ça reste ton parent. C'est ça. Ça reste quand même. Même si mon papa a jamais vraiment été un père justement très comment dire. C'était plutôt lui le gamin, quoi, on va dire ça comme ça. Ça restait quand même mon père, donc c'est quand même une figure d'autorité, quelqu'un contre qui c'est quand même assez compliqué de se défendre, ou en tout cas de pas se laisser faire, quoi. Oui, c'est ça. Au départ, tu as une forme de respect. Oui, puis surtout, on comprend pas, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui joue pas, mais on est assez vite très seul avec ça. On se sent honteux, il y a plein de sentiments qui se mélangent. Et puis il y a, comment je vais dire ça, c'est quand même hyper étrange, mais on s'enferme très vite dans la solitude et dans la honte. Et plutôt que d'aller dire voilà ce qui se passe pour moi, moi j'ai pas trouvé la force de le faire, quoi. Et puis c'était pas comme à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas tout ce mouvement aussi quand même qui fait qu'on en parle. Et puis du coup, aussi à l'école, moi je pense que, je sais pas, enfin je peux que faire des suppositions, peut-être que si à l'école on avait eu comme on a maintenant quand même des cours, enfin des choses, des approches, aux enfants on parle du fait qu'il y a des choses qui se font pas, qu'ils ont le droit de dire non à un adulte, etc. Enfin voilà, on explique peut-être un peu plus aussi ces limites-là. Peut-être que j'aurais eu un adulte ressource ou j'en sais rien à qui j'aurais été parler, mais à l'époque c'était pas comme ça. Puis en plus c'est quand même aussi une époque où, moi je sais que mon père il admirait des gens comme Gainsbourg et tout ça qui jouaient quand même beaucoup sur tout ce truc de l'inceste, etc.
Et puis, c'est quelque chose qu'on entend chez d'autres victimes aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une époque où, je ne veux pas dire que c'était valorisé, mais en même temps, ouais, je sais pas, les hommes qui allaient avec des femmes plus jeunes, ce genre de truc. Mon père, il me disait, oui, tu sais, en Afrique, ça se passe comme ça. Enfin, voilà, quoi, il m'a C'était brouillé presque un peu mis en avant, comme ça. Ouais, c'est-à-dire que pour lui, c'était une sorte de fierté, quoi, d'être celui qui allait initier sa fille, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment eu l'impression, évidemment, après, avec le recul, sur le moment où on ne se rend pas vraiment compte de tout ce que ça va impliquer en termes de confiance en soi, de savoir à quel moment on commence à mal nous traiter. Voilà, je parlais de limites tout à l'heure. Se positionner, c'est très compliqué parce qu'on s'est retrouvé dans une position où on a été dominé d'une certaine façon. Donc c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de retrouver la possibilité de pouvoir dire à quelqu'un non, là, la limite, elle est dépassée. Ou voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, quoi. Donc de t'exprimer dans tes relations de couple. Ouais, mais même ça a été, pour moi, le plus dur, ça a été dans mes relations de couple, en fait. Ouais. Parce que, mais je pense que c'était plutôt parce que je me sentais tellement pas aimable, désirable, que j'avais tendance à laisser des comportements se passer, parce que je me disais que de toute façon, si je me laissais pas faire, la personne allait partir, parce que c'est comme si on pouvait jamais m'aimer suffisamment. Ouais. Et que si je commençais un peu à dire je veux ça, pas ça, je parle pas que de relations sexuelles, je parle vraiment en général. Oui. J'écoutais pas mes besoins, je les faisais pas respecter parce que déjà je savais même pas c'était quoi mes besoins et puis faire respecter mes besoins, c'était, je savais pas quoi me faire, quoi. C'est ça, t'as pas eu les bonnes bases en Non, fait pour construire ça. Non, puis il faut quand même avoir une certaine confiance en soi et puis une conscience de la valeur qu'on a en tant que personne et qu'on a le droit d'être respecté, d'être entendu, d'être... Et ça, voilà, moi, j'avais pas construit ça, quoi. Ouais. Donc ouais, ça crée beaucoup de difficultés dans mes relations avec les hommes, mais pas que, parce que ça a un impact sur la vie sociale aussi, après. C'est ça. Donc un début pas pareil. Ouais. À 16 ans, tu me dis après que ta maman, elle quitte la Suisse et que tu vas vivre chez tes grands-parents. Ouais, c'est ça. Alors, donc, mes parents se sont séparés et puis à l'âge de... Ouais, à l'année de mes 16 ans, en fait, donc ma maman, quand ils sont séparés, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Et puis, là aussi, déjà, j'ai vécu une difficulté, c'est que ma mère n'a plus été aussi présente en termes d'attention pour moi. C'était assez brutal, donc je sais que c'est aussi un truc que j'ai assez mal vécu, sans trop comprendre, en fait, à l'époque, que voilà, elle était dans une autre relation. Et puis moi, je me suis sentie abandonnée dans mon besoin, en fait, d'attention maternelle. Ouais. Et puis, à 16 ans, avec son deuxième mari, ils ont eu une opportunité d'aller habiter en France. Et puis, ils ont décidé de partir habiter là-bas. Puis, moi, j'étais quand même, tu vois, presque 16 ans. J'avais fait toute ma scolarité ici. Je ne me voyais pas du tout partir dans les Pyrénées françaises. Enfin, voilà, quoi. Donc, moi, j'ai refusé d'y aller. Et puis, il fallait bien trouver une solution, parce qu'il partait. Donc, la solution, ça a été d'abord que j'aille chez mon père, parce que ma mère, elle ne savait rien. Donc, je me suis retrouvée à aller habiter chez mon père. Et puis là-bas, ça s'est très mal passé. Ça a été un moment. Puis après, en fait, ça s'est très mal passé parce que j'ai aussi commencé à me rebeller, quoi. Puis ça, mon père, il l'a très mal vécu. Donc, sans expliquer tous les détails, un jour... on s'est quasiment battu, on en est venu aux mains, et puis parce que moi j'ai refusé qu'il me maltraite. Et je me suis retrouvée avec mes lunettes cassées, et puis en train d'appeler ma mère pour lui dire il faut que tu me sortes de là, voilà. Ouais. Puis en fait j'ai atterri chez mes grands-parents parce que ça a complètement foiré chez mon père, puis qu'il fallait vite me trouver un endroit. Donc mes grands-parents ont accepté de
m'accueillir. Et puis là, ouais, pas très longtemps après que je sois arrivée chez mes grands-parents, ma grand-mère a été diagnostiquée avec un cancer hyper agressif. Et puis donc, en étant moi loin de ma mère, avec mes histoires de relations avec mon père dont j'avais parlé à personne à ce moment-là, en souffrance que ma mère soit partie, m'ait laissée, enfin voilà, c'était vraiment la galère. Il y a aussi eu toute la maladie de ma grand-maman. Donc moi j'ai été aussi témoin de sa maladie, de ses souffrances, etc. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai vécu quelque chose de très fort, difficile aussi, c'est que dans ces derniers moments, dans ces derniers temps de vie, j'avais beaucoup de difficultés à aller la voir, c'était compliqué pour moi, j'avais déjà de la peine à savoir un peu où j'en étais. Et puis j'ai été une fois la voir, et puis elle était très mal, et puis elle m'a demandé de sortir de la chambre, et puis je me suis effondrée en pleurs à l'hôpital, et puis après j'ai plus osé aller la voir. Et puis la dernière fois que je l'ai vue, elle était déjà dans le coma. Donc on n'a pas vraiment pu se dire au revoir. Et puis c'est vrai que on me l'a eu reproché aussi dans ma famille, enfin quelqu'un me l'a reproché. Donc maintenant je me dis, tu vois, dans mon parcours, je pense que ça a aussi marqué quelque chose, mais voilà. À ce moment-là, j'étais juste dans la souffrance de ce que je vivais, quoi. Ouais. Donc voilà, chez mes grands-parents. Mais tu étais déjà touchée par les personnes plus âgées Non, à ce pas du tout. moment-là? Non, pas du Pas tout du tout. alors. Non, en fait, plus jeune, en fait, j'aimais pas trop les personnes âgées. J'avais eu une mauvaise expérience en faisant un stage, en plus, dans une sorte d'EMS privé. Et j'avais détesté, je les avais trouvés horribles, pénibles. Enfin, vraiment, j'avais aucune affinité, aucune envie d'être auprès des personnes âgées. Donc non, à cette époque-là, vraiment, les personnes âgées, pour moi, c'était pas intéressant, pas rien du tout, quoi. J'étais pas du tout le rapport que j'ai maintenant avec eux. C'est venu par après, c'est venu par après. On verra pour... Oui. Ouais. Ensuite, tu me disais, mais lié à tout ce que tu viens de dire, que tes relations amoureuses n'étaient pas équilibrées, en tout cas à cette époque-là, forcément avec tout ce que tu as vécu avec ton papa, c'est ça? Oui, parce que sans vouloir faire de la psychologie à deux fronts, il y a quand même évidemment un rapport de confiance à l'homme qui est biaisé, quoi. Puis après, il y a vraiment, je pense, ça vient tellement jouer sur la confiance en soi. Oui. Aussi, je pense, ça vient induire aussi un rapport à son corps qui est très particulier, qui est pas très sain dans le sens. Moi, je pense que est-ce que, à un moment donné, je me suis dit c'est de la faute de mon corps si mon père a fait des trucs. Il m'a fallu beaucoup de temps aussi pour comprendre que ça n'avait rien à voir avec moi, en fait, que mon père est juste, qu'il est malade, qu'il était malade. Et puis que c'est juste lui, adulte, qui a complètement, pas juste dérapé. Je trouve que déraper, c'est pas assez percutant, quoi, qui m'a violentée. C'est ça, c'est ça. Problème... J'ai de la peine à utiliser le mot violent, en fait. Mais c'est vraiment me violenter. C'est ça, le problème a toujours été de son côté, en fait, puis jamais du tien. Mais comme tu disais avant, tu as cru à un moment donné que c'était toi. Oui, parce qu'en général, quand quelqu'un abuse, en plus d'un enfant, qui est très manipulable, qui croit ce que l'adulte lui dit, il va dire des choses qui vont dans le sens de culpabiliser l'enfant. Mais ça, je crois que c'est quelle que soit la victime. En général, quand on est violenté, la personne qui nous violente, pour justifier ce qu'elle fait, elle va tourner le truc contre nous. Donc voilà. Elle manipule forcément. C'est ça. Maintenant, avec l'âge, puis le temps, puis mon travail d'accompagnement que j'ai fait pour m'aider, j'ai pu aussi avoir des clés de compréhension sur ce qui se passe, puis vraiment comprendre que c'était chez mon père le problème, que c'était pas moi. Mais ça, t'as la tête qui comprend.
Puis après, pour intégrer ça au niveau du corps, des cellules, de la mémoire, c'est encore un autre travail, quoi. Et c'est quand que tu as réussi à couper avec lui? Parce que tu m'as dit que tu as eu un besoin de couper. Ouais. C'était bien plus tard, en fait. Je pense que j'avais quel âge? Je pense que je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. En fait, le deuxième mari a eu un AVC massif, donc ils habitaient en France, ma mère et mon beau-père. Et lui, il a fait un AVC massif. Et du coup, voilà, ça a obligé qu'il rentre en Suisse. Puis j'ai aidé ma mère à organiser le retour en Suisse et tout. Puis à ce moment-là, j'avais encore des contacts avec mon père. Même si ça devenait de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que quand je le regardais, j'avais tous mes souvenirs qui remontaient, puis ça devenait assez compliqué pour moi de faire comme si de rien. Puis, en fait, un jour, il s'est moqué de mon beau-père. Enfin, il a critiqué, il a dit des choses méchantes à son sujet, alors que c'était un homme complètement à terre, qui avait eu un AVC massif, qui ne pouvait plus parler, qui était presque comme un légume au départ. Puis ça, je sais pas, ça m'a fait une sorte d'électrochoc, quoi. Je me suis dit, mais c'est juste... je sais pas, c'est comme si j'ai pris conscience du niveau de gravité dans lequel mon père se trouvait en termes de sa psychologie, quoi. Qu'il était vraiment... En fait, je crois que j'ai compris qu'il n'allait jamais changer à ce moment-là. Ouais. Parce que je me rendais compte, ça faisait des années qu'il n'était plus avec ma mère et il continuait à se comporter comme voilà, de lui en vouloir à lui. Enfin, je me suis dit, mais c'est juste pas possible, quoi. Puis je sais pas, je sais pas, des fois c'est comme ça. C'est une goutte qui a fait déborder le vase. Et puis là, je sais pas, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas rester en contact avec cet homme, il est trop toxique. Enfin, c'est une relation beaucoup trop toxique pour moi, je dois absolument me séparer physiquement de cette personne, parce que chaque fois que je le voyais, tu sais, c'est vraiment ces trucs, tu les réprimes, et puis tout à coup, il y a des choses dans la vie qui font que tout à coup ça revient, puis tu peux juste plus faire comme si s'était rien passé, quoi. Ça devient presque une obsession. Moi, j'avais des attaques de panique. Je revoyais des scènes de ce qui s'était passé plusieurs fois par jour. Enfin, j'ai dû utiliser le MDR à un moment donné parce que j'étais hyper mal. Ouais. Puis c'est là, en fait, où j'en ai parlé à ma mère. Donc, tu vois, j'avais plus de 25 ans, un peu avant de partir aux États-Unis avec le conjoint avec qui j'étais à l'époque. Donc ouais, il y a eu une période hyper intense en fait où ma mère a dû revenir en Suisse, j'ai dû l'aider. Moi j'avais mon compagnon de l'époque qui allait partir aux États-Unis, je savais pas si j'allais partir avec. Et tout ça qui remontait comme ça, et puis en fait j'avais plus la capacité de garder ça à l'intérieur. Donc voilà, j'étais un peu au bord de l'implosion et ouais, je me suis dit mais il faut absolument, je peux plus faire comme si de rien. Puis là j'ai dit à mon père que c'était plus possible pour moi en fait, que j'avais besoin pour me reconstruire, pour essayer de prendre du recul, d'y voir plus clair, de vraiment couper les ponts avec. C'est pas vraiment un choix, c'était une nécessité. Ouais, c'est ça en fait, c'était une nécessité pour survivre en fait. Ouais, c'était parce que sinon j'avais vraiment l'impression que j'allais sombrer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je sentais, c'est que tant que je maintenais un lien avec lui, je restais sous une forme d'emprise. Oui. Donc pour moi, ça a été vraiment... ça a été hyper dur. Ouais. Personne n'a envie de devoir couper les ponts avec son parent. Et puis, pourquoi... On me dit toujours pourquoi les gens ne parlent pas, mais... Moi, quand j'ai décidé de couper les ponts avec mon père, il y a plein de gens qui m'ont critiqué. Évidemment, lui, il l'a très mal vécu, donc... mais les gens ne comprennent pas, puis ils te disent des trucs du style... ouais, t'as quand même qu'un père, tu devrais... Il faut pardonner, tout ça, mais les gens, ils savent pas tout, quoi. Et... Ils sont pas à ta place, quoi. C'est trop facile de... Ils sont pas à ma place, et puis... tu vois, moi, j'ai toujours été quelqu'un, depuis toute petite, en fait, je pense, qui fait comme...
ma stratégie à moi de survivre, c'est d'essayer de voir les choses positives et puis d'avancer. Et puis, parfois, d'être dans une forme de déni ou de croire que je peux faire comme si de rien. Et ça donne souvent l'impression aux gens qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre, que je suis très forte. Et où ça m'a pas toujours, je ne veux pas dire aidé, mais c'est que souvent les gens, ils ont l'impression que moi, j'ai pas besoin de soutien, tu vois. En plus, je suis souvent quelqu'un qui soutient les autres. Donc, forcément, il y a une forme d'incompréhension des gens. En fait, ils n'arrivent pas à imaginer que Vanessa, elle puisse avoir vécu des choses comme ça, tu vois. Puis qu'elle ait que j'ai besoin de soutien. C'est ça. Donc, je me suis souvent retrouvée très, très seule, en fait. Ouais. Pas par ma faute, mais parce que je ne montre pas forcément ma vulnérabilité. C'est ma façon de me protéger aussi. Ouais. Comme si tu étais invincible. Et puis, c'est ça. Alors que je ne le suis pas. Non. D'une certaine façon, j'ai envie de dire oui, parce que quand je vois tout ce que j'ai quand même traversé, je me dis que ça va. J'ai eu entendu, si j'avais des larmes ou comme ça, t'as des gens, ils te disent « Oh, mais t'es fragile ». Je me dis « Mais qu'est-ce que t'en sais que je suis fragile, quoi ?» C'est pas parce que j'ai un moment d'émotion que je suis fragile. J'ai traversé plein de choses dont t'as même pas connaissance, donc tu penses ce que tu veux. Si tu crois que je suis fragile, voilà, quoi. Non, mais qu'on a tous quand même des moments de vulnérabilité, et puis c'est ça que tu dis que les gens, ils sentent pas souvent. Non, et puis, mais c'est vrai que d'une certaine façon, je veux aussi faire la force. Je pense que c'est comme ça que j'ai avancé aussi dans mes difficultés d'enfant. C'est que j'ai construit cette croyance que je pouvais m'en sortir que toute seule. N'ayant pas parlé à ma mère, j'ai pas pu forcément avoir du soutien de ma mère ou d'autres adultes. Donc c'est vrai que je me rends compte, même encore aujourd'hui, que j'ai des réflexes parce que j'ai construit cette idée que je suis la seule à pouvoir me protéger, à prendre soin de moi, quitte même des fois à repousser les gens. Ça peut induire des fois des comportements de dire non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aide. Et puis, voilà, l'image qui peut être donnée peut être de quelqu'un qui a jamais rien besoin de rien ni de personne, alors qu'en fait, si, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais tu es très entière et très autonome. Ah ouais, complètement. C'est ça. Oui, alors j'ai toujours mis un point d'honneur. Et là, peut-être je peux dire merci à mon père parce que ça n'a pas été qu'un abuseur. Hein. Je veux dire, j'ai quand même aussi vécu des choses très chouettes dans ma petite enfance et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est dommage pour lui, mais les exemples qu'il m'a donnés ont fait que je me suis dit, surtout, je ne veux pas être comme lui. Du coup, j'ai construit pas mal de ma vie en me disant, moi j'aurai un boulot, je serai autonome, j'aurai pas besoin de demander de l'argent aux autres. En fait, j'ai voulu devenir tout sauf ce qu'il était dans ses mauvais côtés, quoi. Ouais. Donc ça m'a aussi... ça m'a forgé. Je me souviens très bien, enfant, d'avoir ces pensées, de me dire, moi, jamais je serai comme ça. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment des trucs, Ça t'a quand même poussé dans le côté lumineux, au final. Oui, parce qu'au final, je pense que même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, c'est comme si au bout de ce fameux tunnel dont on parle toujours, au bout du tunnel, il y a la lumière. Il y a toujours eu un tout petit bout de flamme, juste suffisant pour que je puisse le maintenir en vie et tu vois, le faire grandir. Ça c'est ce qui m'a toujours sauvée en fait. Il y a toujours eu, je pense, en moi, le minimum d'espoir dont il faut pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Ouais. Parce que c'est vrai, hein, je peux assez imaginer qu'on puisse sombrer, quoi. Oui. Ça m'est pas arrivé, mais ouais, voilà. Pour ça, je pense que j'ai aussi une compréhension assez grande, par exemple, par rapport à des toxicomanes ou à des gens qui peuvent aussi avoir des vécus compliqués. Tu me disais qu'en 2014, tu as eu la naissance de ta fille, donc forcément quelque chose, j'imagine, de beaucoup plus joyeux. Oui, c'était assez incroyable. Donc l'année de mes 40 ans, j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de cheminer pour moi d'abord, et puis
Puis aussi de m'autoriser à être maman, c'est vraiment un truc qui a mis du temps à émerger, quoi. Me dire si, je peux être une bonne maman, oui, je peux y arriver. Et c'est vrai que j'ai eu une grossesse qui s'est très bien passée. Et puis un accouchement aussi. Enfin voilà, j'avais choisi j'allais dire de naître, un lapsus révélateur, d'accoucher en maison de naissance, donc avec l'accompagnement d'une sage-femme et tout ça. Et puis c'est vrai que voilà, j'étais dans une confiance comme j'avais assez rarement expérimenté. Et en fait, d'avoir traversé cette grossesse et cet accouchement sans péridurale et tout, c'est vraiment un truc assez fou. Tu te dis, si j'ai pu traverser ça, je crois qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, quoi. Ouais. Et puis, il y a une chose très importante pour moi qui est arrivée dans ma vie avec l'arrivée d'Alice, c'est de découvrir l'amour inconditionnel. Et ça, c'était quand même... c'était quelque chose qui me manquait dans ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un type d'amour que j'avais jamais connu. Donc, ça a été super important sur mon chemin. Et puis, il y a eu la rencontre aussi avec ma sage-femme, qui a été pour beaucoup dans ce que je fais maintenant. Parce qu'elle a pratiqué un accompagnement avec moi qui m'a vraiment beaucoup plu, où elle était très enveloppante, rassurante, une sorte de guide, mais tout en étant vraiment à côté de moi, en me disant qu'elle avait pleinement confiance en fait en ma capacité de mener cette grossesse à bien, et l'accouchement et tout. Et puis elle m'a donné vraiment beaucoup de force. Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont elle m'a accompagnée. Et puis aussi, dans une de nos discussions, elle m'a parlé du fait qu'elle avait été bénévole en soins palliatifs. Et puis en me racontant un peu qu'est-ce qu'elle avait aimé dans cette expérience, en fait, j'ai eu une sorte de révélation, quoi. En fait, tout ce qu'elle me racontait, je me disais, mais c'est exactement ça que je cherche. C'est ça que j'ai envie de vivre, c'est là où j'ai envie d'être. Donc ça a été une première, on va dire, une première graine qui a été posée. Et puis après, je me suis pas mal occupée de ma fille. Et puis 2 ans après mon accouchement, lors d'une séance avec ma thérapeute de l'époque, je lui disais que j'avais besoin vraiment de reprendre un peu ma vie, de faire quelque chose vraiment pour moi, que maintenant c'était le bon moment. Puis en fait, c'est elle qui m'a parlé de l'accompagnement de personnes en fin de vie. Elle a un peu regardé de côté comme ça, elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Est-ce que tu as pensé à faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie ?» Et puis en fait, je lui ai dit « Écoute, non. » Mais en même temps, c'est pas que je me disais « Ah oui, c'est incroyable, c'est ça. » J'ai pas tout de suite tilté en fait. Ouais. Mais en y repensant, je me suis dit « Ah ouais, tiens, pourquoi pas ?» Puis là, en fait, j'ai fait le lien avec ma discussion avec ma sage-femme. Et puis... En fait, c'est à partir de là qu'a commencé tout ce chemin aussi de découvrir qu'est-ce que c'est d'accompagner les personnes en fin de vie, etc. Et puis, donc c'était un moment super important. Ouais. Et c'est quoi comment t'en es venue à... Parce qu'aujourd'hui, tu me disais que tu avais trouvé clairement ta mission. C'est d'être doula en fin de vie. Oui, doula de fin de vie, ou Tana doula, ouais. Comment t'es arrivée après, depuis cette première découverte, à vraiment pratiquer par toi-même? Il a fallu du temps, j'imagine. Il a fallu du temps. À partir du moment où je me suis dit je vais mettre en place ce qu'il faut pour faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie, puis déjà découvrir ce que c'est. Alors à partir de là, en fait, comme ça m'arrive souvent dans la vie, quand je sens qu'il y a quelque chose vers lequel je dois aller, il y a un petit peu tout qui s'ouvre. En fait, il y a des trucs qui se mettent sur mon chemin. Très peu de temps après, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, via une personne que je connais, qui avait une formation que Rosette Poletti donnait sur l'accompagnement de personnes en fin de vie. Je me suis dit, ok, tiens, je vais aller voir ce que c'est. J'ai contacté, il y avait un cours qui commençait dans les 2 semaines qui suivaient.
Et j'ai contacté le centre et puis on m'a dit ah ben ce matin il y a quelqu'un qui s'est désisté donc il reste une place pour vous. Donc enfin voilà, tu vois, après c'est un enchaînement de situations comme ça où tu te dis bon là c'est la voie, le tapis qui se déroule. Ouais. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait le cours de Rosette Poletti. Et puis parallèlement en fait j'ai beaucoup fait de recherches sur internet et j'ai découvert doula de naissance, d'abord, en fait, après ma grossesse et tout, j'ai découvert qu'il y avait des doulas de naissance. Je me suis dit, c'est génial comme accompagnement, mais je ne me vois pas du tout faire la naissance. Enfin, vraiment, ça ne m'appelait pas. Ouais. Et je me souviens très bien m'être dit, ah, mais ce serait génial s'il y avait des doulas de fin de vie. Et merci Google, doula de fin de vie. Et puis c'est là que j'ai découvert que ça existait ailleurs. Et à partir du moment où j'ai vu que ça existait ailleurs, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. J'étais prête à aller me former jusqu'aux États-Unis. Hein. Enfin voilà, c'était clair. Et puis voilà, entre-temps, j'ai trouvé qu'il y avait une formation en Angleterre. Je suis allée faire une formation en Angleterre. J'ai continué à faire des formations avec Rosette. Et puis voilà. Et puis après ma formation, je me suis dit qu'il fallait que je pratique. J'ai trouvé une place de bénévole dans une unité de soins palliatifs. Et puis, voilà, je me suis lancée comme ça en me disant, on va voir comment je m'en sors. Et puis, je me suis vite rendu compte que j'étais vraiment à ma place, quoi. Ouais. Et que c'était vraiment là que je pouvais non seulement aider, mais que je recevais beaucoup. Et puis que c'était vraiment quelque chose de très nourrissant. Et puis qui était vraiment... dans comment on peut dire ça, un cercle, tu vois. Ouais. C'est vraiment, ça va pas que dans un sens, il y a vraiment... Moi, je reçois beaucoup, j'apprends énormément. Je crois que j'ai rarement appris autant sur moi-même, sur l'humain, sur la vie, que depuis que je fais ça, quoi. Tu te sens un peu comme à la maison Ouais, complètement. Complètement. En fait, c'était hyper naturel. Pourtant, voilà, quand j'en parle des fois autour de moi, les gens ils peuvent même pas imaginer. Ça les horrifie. Enfin, ce côté, mon Dieu, quelle horreur d'être face à un mourant. Puis en fait, moi, je vois vraiment l'humain. C'est là où je retrouve cet amour inconditionnel. En fait, ça m'est arrivé plein de fois où je me suis retrouvée avec des gens pour lesquels j'arrive à donner cet amour inconditionnel que je suis capable de donner à ma fille. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça parce que ma fille, ça reste, voilà, c'est ma fille, c'est encore autre chose, mais c'est une sorte d'amour qui n'a pas de limite, qui est vraiment, voilà, c'est difficile à expliquer. Ouais. C'est un amour que je peux offrir à tout un chacun avec la même qualité. C'est ça, en fait tu l'as compris pour toi, ouais. Donc maintenant tu peux le rayonner. C'est ça, exactement, ouais. Ouais. C'est pour ça que je te disais que de découvrir ce type d'amour-là avec quelque chose qui n'a pas de frontières, qui est vraiment ouvert, où il y a aussi un sentiment d'être dans un non-jugement qui est assez rare, hein, parce que, je veux dire, en tant qu'humain, on est beaucoup dans le jugement, même si on essaie de faire attention, voilà. Ouais. Mais c'est une place très particulière où je me sens dans une paix, il y a quelque chose de très spécial, quoi. C'est très vaste. C'est très, ouais, voilà, c'est assez fou, quoi. Parce que doula, pour ceux qui ne connaissent pas, on est d'accord, c'est accompagnante. Oui. Ou ça a une autre définition? Non, alors vraiment la doula, elle accompagne. Alors il y a aussi quelques hommes qui sont formés, donc je dis elle parce qu'on est quand même en majorité des femmes, mais oui. La doula, elle est vraiment dans l'accompagnement à la personne, soit dans un contexte de naissance, et moi et mes consoeurs, on fait la fin de vie, la mort et le deuil, et c'est d'apporter un accompagnement qui est totalement non médical, et puis qui vient en fait vraiment plus toucher le côté émotionnel, parfois spirituel aussi, logistique. En fait, on va vraiment prendre du temps avec la personne et puis regarder avec elle de quoi elle a besoin pour venir complémenter ce qui existe déjà autour d'elle. Mais c'est principalement de la présence, assister, être présent, beaucoup d'écoute. Donc en fait, moi je me suis rendu compte que après avoir passé du temps à me rendre compte que j'avais des qualités
Oui. Je me suis rendu compte que là, je pouvais vraiment utiliser toutes mes compétences. Ma capacité d'intuition qui va avec ma sensibilité, et puis tout ce qui va avec la sensibilité aussi, qui si elle est utilisée, on va dire correctement, c'est-à-dire qu'elle nous fait pas déborder ou voilà, sombrer, si on arrive un peu à la comprendre, on peut très bien l'utiliser dans l'accompagnement. Oui. Parce que par exemple, moi, ma capacité d'intuition que j'utilisais très très peu avant, que je refusais en fait, je me disais toujours non, en fait, souvent dans mes échanges, quand je sentais qu'il y avait un truc bizarre avec quelqu'un, je disais qu'est-ce qui se passe, il y a un truc bizarre, ou tu me dis pas vraiment la vérité, ou oh mais tu te prends trop la tête, nanana, enfin. Puis je me disais bon si la personne dit ça, c'est que ça doit être vrai, donc je m'écoutais pas, alors qu'au fond maintenant je sais que j'avais l'intuition. Mais je l'utilise beaucoup dans mon travail, parce que les gens n'arrivent pas toujours à exprimer ce qu'ils vivent. Du coup, moi, c'est un outil hyper important dans mes accompagnements, parce que du coup, je peux aller les rejoindre là où ils sont, comprendre ce qui se passe pour eux sans qu'ils aient besoin de le verbaliser, quoi. Ouais. Moi, je pense, mais ça, c'est dans ce que j'observe, je pense que c'est pas si loin que de la médiumnité, ce que tu fais. Parce qu'il y a de l'intuition, il y a peut-être des fois tu ressens aussi des choses autour. Oui, puis j'ai des fois des odeurs, j'ai des signes physiques aussi. Mais c'est vrai que je ne mets pas le mot médiumnité dessus parce qu'en fait j'ai mon image ou mes croyances sur la médiumnité qui font que je me vois pas là-dedans. Je comprends. Mais ça c'est moi, j'ai cette image du médium qui voit... des êtres et tout ça, ou qui entend vraiment des trucs. Et, en fait, je ne me reconnais pas là-dedans. Ouais, je comprends. Mais après, je pense que j'ai sûrement du potentiel que je n'ai pas encore exploré. En tout cas, pour tout ce qui est intuitif, pour moi, tu fonctionnes avec ton intuition. Ouais, beaucoup. Moi, c'est beaucoup ce que je fais dans mes séances aussi. Tu vois, ça peut se rejoindre quand même. Ouais, je pense que... Mais je comprends ce que tu dis. Ouais. Du coup, maintenant, tu as vraiment trouvé ta mission. Puis tu m'as dit aussi que tu avais créé, je ne sais pas si tu as créé une association. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, en fait, il y a 5 ans comme ça, j'ai décidé vraiment de devenir doula de fin de vie indépendante et vraiment d'en faire une activité. Donc je ne la fais pas à 100%, faut quand même comprendre, c'est compliqué d'en vivre. Non seulement parce que c'est pas, voilà, c'est pas, on ne peut pas cumuler des mandats. Et puis il n'y a pas une demande immense, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut expliquer, c'est qu'on ne vit pas actuellement de ça, et puis moi j'ai envie de dire que c'est même pas souhaitable, parce que ça demande quand même beaucoup, on donne beaucoup de sa personne, émotionnellement aussi, même si on a une posture professionnelle et tout, ça prend de l'énergie, et puis il faut garder un équilibre. Oui. Et on ne peut pas avoir 2 ou 3 ou 4. Pour pouvoir gagner sa vie, il faudrait cumuler des mandats, puis on perdrait tout le sens de ce qu'on fait. Donc, la plupart des doulas, elles ont un métier à côté, puis elles sont doulas à temps partiel comme moi. Ouais. Et quand j'ai décidé de devenir doula, très très vite, en fait, j'ai senti que si j'étais, moi, très enthousiaste vis-à-vis de cette activité, j'allais pas être la seule. Et puis que j'ai senti qu'il y aurait un grand... intérêt, il y avait un grand mouvement qui allait s'opérer, puis qu'il fallait quand même poser quelque chose aussi pour expliquer au public, qui est fait une porte d'entrée pour le public, les professionnels, pour se renseigner, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, ça veut dire exactement, puis structurer un petit peu tout ça, quoi, parce qu'on n'est évidemment pas reconnu. Oui. Donc l'idée c'était de poser quelque chose où aussi on puisse se retrouver entre nous, pas rester seul dans notre pratique, créer une... Mais tu es quand même à la tête, c'est juste Oui, c'est moi qui l'ai fondé, avec le soutien de Rosette Poletti, qui est présidente d'honneur. Ouais. Ah ouais. Mais voilà, maintenant je suis plus seule. J'ai un peu galéré au début parce que l'idée c'était qu'il y ait des gens qui nous rejoignent, mais il y a le Covid qui est arrivé. Puis l'association, elle a été créée administrativement fin 2019. Donc le Covid est arrivé, ça a un peu mis le bazar. Donc... j'ai dû un peu porter ça assez seule, mais là maintenant on a un comité, on est 7 personnes, donc on passe pas mal de temps à les présenter l'activité de doula de fin de vie à des professionnels, à des institutions, donc il y a vraiment un intérêt. Ouais.
Si quelqu'un, maintenant, peut-être nous écoute et qui aurait vécu, par exemple, quelque chose de difficile avec un parent, comme toi avec ton papa, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Qu'est-ce qui t'a vraiment sauvé de cette histoire? Ben, moi, franchement, c'est d'avoir osé couper les ponts avec mon père. En fait, pour moi, c'était une question de survie. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était tellement toxique, ça m'empêchait tellement d'avancer, de réfléchir par moi-même que franchement, ça m'a crevé le cœur. C'était dur, voilà, mais ça m'a sauvé la vie, quoi. Mhm. Il fallait que je me distance de lui. Mhm. Ça pouvait pas être autrement. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui ont peut-être rencontré des difficultés comme les miennes, ou qui ont été maltraitées d'une façon ou d'une autre, hein, abusées psychologiquement ou par des parents ou des gens dans leur cercle proche, c'est d'oser mettre la distance avec ces gens qui t'ont vraiment coupé les ponts. Et de se faire accompagner, en fait. Moi, j'ai jamais... Enfin, voilà, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide, j'ai toujours été plus ou moins accompagnée. Je ne le vis pas du tout comme un échec, mais vraiment comme... Il y a des choses dans la vie... avancer tout seul, c'est franchement compliqué, quoi. Moi, j'ai trouvé beaucoup de mes clés pour avancer en consultant, en rencontrant des gens, en échangeant, parce que c'est très compliqué d'avoir Trouver, un regard, la bonne distance. Et puis, quand on a vécu des choses traumatiques, on a souvent... on n'ose pas forcément aller vraiment dans le truc, quoi, parce que c'est trop douloureux. Et puis, on a souvent cette culpabilité de l'abuser qui fait qu'on va quand même toujours avoir une partie de soi qui va penser qu'on est responsable de ce qui nous est arrivé, quoi. Ouais. Et donc, il y a vraiment besoin de trouver des personnes bienveillantes, aussi oser vraiment faire du ménage autour de soi, quoi. Faire du ménage autour de soi, s'entourer de gens qui nous poussent vers le haut, qui sont heureux de nous voir avancer, pas qui nous envient ou qui nous mettent des bâtons dans les roues parce que ça vient provoquer chez eux des réactions pas forcément très cool. C'est ça, ouais. La jalousie. Ouais, ça moi j'ai appris, ouais. Et je Ouais. pense que il faut savoir que, et je pense que tu l'as vécu, quand on décide vraiment d'oser être pleinement qui on est, ça veut dire aussi de se visibiliser, de partager, d'être vraiment soi. Et voilà, plus on est lumineux, plus on rayonne, et plus il y a des gens à qui ça va pas plaire. C'est pas la majorité des gens, heureusement. Mais ça peut générer des réactions assez violentes. Et moi, je me suis rendu compte que ça m'avait réactivé, d'être violentée, maltraitée verbalement, etc. J'ai eu des moments extrêmement difficiles. Ouais. J'ai d'ailleurs fait un burn-out pendant le Covid. Ouais. Il m'a fallu 2 ans pour bien me remettre. Mais ouais, c'était un ensemble de choses, hein, mais voilà. Oui. Et ça m'a encore plus convaincue qu'il faut faire du ménage autour de soi et s'entourer de gens qui ont envie de nous voir lumineux, épanouis, nous éclater dans ce qu'on fait, plutôt que... Ouais. C'est ça, que ceux qui nous descendent. Que ceux qui, vont trouver plein de trucs. Ouais, moi, j'ai été... Il y a des gens qui ont été jusqu'à me calomnier. On m'a accusé de trucs hyper violents, en fait. Mais en fait, même sur le moment, je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était violent. C'est-à-dire, oui, je me suis rendu compte, mais j'ai eu un peu une réaction, comme j'aurais eu avec mon père. C'est-à-dire que c'est la paralysie, quoi. Je ne comprends tellement pas, en fait, qu'on me violente comme ça. Je me dis tellement pas mériter ça qu'en fait, ça me paralyse. Ouais. Et c'est encore des trucs que je travaille aujourd'hui. Parce que même si on travaille avec des thérapeutes et tout, il y a des fois, ça nous rattrape, où on est plus ou moins vulnérable, plus ou moins fatigué. Et puis
Puis voilà, mais ce que ça me dit, c'est que je peux encore travailler des trucs pour être encore plus libre, en fait. Hein, c'est ça. Ouais. Mon plus grand désir, c'est d'être libre, mais en lettres majuscules, quoi. Ouais. Donc, libre de l'impact que peuvent avoir certaines personnes ou certaines paroles violentes à mon égard, quoi. Bah, merci Moi, beaucoup. j'y crois. Oui. Oui. Merci en tout cas pour ton partage et puis d'avoir osé parler de ton histoire. Merci. Merci à toi.